en discutant avant la séance, je me rends compte qu'il y a des gens qui découvrent le ciné-club. Donc chaque séance est nouvelle et elle tient au choix du film et de mon invité. À chaque fois, j'essaie d'avoir un invité. Je suis très content que ce soit David Perrault, réalisateur, que j'ai découvert il y a quelques années avec son tout premier film à la Maison de la Critique. Nos héros sont morts ce soir. C'est ça? Tout à fait ça. Non, j'ai toujours du titre. Qui était une super proposition de cinéma. Et il a enchaîné avec un autre film, on va dire un western féminin, pour aller vite, qui s'appelle L'État sauvage. Et si vous êtes abonné à Netflix, il a fait une série qui s'appelle Endless Men, que je vous conseille aussi. Je pense qu'il y a un petit peu de l'influence de cinéma genre. On va parler de tout ça. Je suis content que cela soit lui. Cette séance, c'est la 19e. Donc, comme d'habitude, je commence par la fin et je commence par la prochaine séance. Les saisons Carolino vont de septembre à juin. Le numéro de juin, le 4 juin, ce sera un film rare de cette même période, du début des années 70, aussi italien, aussi avec Carlo Taffi, grâce à qui on a cette très belle copie restaurée aujourd'hui, Les 4 mouches de Borderie. La prochaine séance, ça sera un film de Daniele Damiani, un réalisateur qui vous dit peut-être quelque chose et qu'on ne connaît pas bien, que David connaît par cœur comme l'un l'autre. Et ce film, c'est Seul contre la mafia, avec Ornella Muti dans son premier rôle au cinéma. C'est un film très particulier, encore un autre style de cinéma sur lequel Morricone va poser sa musique. Et je vous invite vraiment à le découvrir. Et ce film-là, il va sortir, c'est une avant-première, dans le cadre d'un cycle de rareté du cinéma italien, qui va être proposé le 26 juillet prochain. Je crois que ce sera au Champeau, une autre salle indépendante de l'autre côté de la Seine, et aussi avec Carlo Taffi. Donc voilà, prenez date, le 4 juin. Et puis j'espère qu'on se retrouvera, qu'on va maintenir ce rendez-vous Morricone pour la rentrée. Moi je suis aussi distributeur et j'ai déjà sorti la carte postale de Mon et Personne, qui sera un de mes prochains projets avec ce film. Et j'espère qu'en septembre, ce sera le film pour se retrouver après les vacances. Voilà, je vous remercie encore beaucoup d'être là. David, je suis content, en fait, je posais la question de Dario Argento, maintenant c'est devenu une évidence pour plein de cinéphiles, pour toute une génération aussi de réalisateurs. La critique s'est beaucoup penchée sur lui, les films sont devenus accessibles, mais il y a 20 ans, c'était beaucoup plus dur. Et je vais te laisser me dire comment est ton rapport avec Dario Argento. Et c'est vrai que l'année dernière, il y avait une rétrospective en sa présence à la Cinémathèque française, au début du mois de juillet. Dario Argento est venu ici aussi pour accompagner le film de Gaspard Noé, Vortex, où il était comédien. Moi, j'avais raté l'événement à la Cinémathèque française, et c'est David qui avait écrit le texte de présentation dans le programme de la Cinémathèque. Voilà, je te laisse expliquer. Merci. Je suis très content d'être là. Merci Marc. C'est toujours un plaisir de parler d'Argento, Morricone et du cinéma italien, parce qu'il y a un rapport très très fort au cinéma italien. Je suis assez radical là-dessus, et je pense que ce qui s'est passé dans l'histoire du cinéma italien pendant son âge d'or, on va dire après la Seconde Guerre mondiale, la naissance du néo-réalisme et tous les cinéastes qui en sont sortis avec leurs particularités, Timothy Fellini, etc. Et tout ce qu'il y a eu autour du cinéma de genre, je trouve que c'est le plus grand accomplissement de l'histoire du cinéma. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une forme d'utopie de cinéma et une utopie européenne. Il se passe quelque chose à ce moment-là dans le cinéma où tout circule. À un moment, il n'y a plus l'idée de culture haute et de culture basse. C'est-à-dire que ça vient d'un système même de production où des techniciens travaillent sur un film de Visconti ou sur une série B comme Morricone, exactement comme Morricone. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant de parler de lui, parce que Morricone incarne vraiment ça. Si on se penche sur ses vidéos, il a signé plus de 400, je crois. C'est pléthorique, même moi qui suis fan, je lis toujours des trucs, je me dis, il a fait ça, voilà. Et il a signé des choses que tout le monde connaît, il était toujours en Amérique, etc., mais aussi des musiques pour des films érotiques, enfin des choses qui sont moins, on va dire, hautes dans une certaine idée de la culture, mais lui, il le fait toujours avec la même passion. Par exemple, il y a une vidéo que j'adore qui s'appelle Maddalena, d'un film totalement inconnu. Je me pose la question de le passer ici un jour. C'est ses meilleurs BO. Et sur cette BO, il y a le Chima, qui est devenu connu, très connu en France,
France, puisqu'elle a été reprise dans le professionnel de Robert Hossein. Oui, le thème du professionnel, en fait, il l'avait déjà utilisé dans ce film-là, Magdalena. Un film très particulier. Ah oui, c'est peut le passer le matin, mais ce serait bien après-midi presque. Oui, c'est très très particulier. La BO est plus le film. Mais en fait, c'est ce que j'essaie de faire avec le ciné-club, c'est-à-dire que des fois il y a des très grands BO, des très grands films, et des fois des films un peu plus mineurs et que la BO fait apprécier. Et avec Argento, là, on est à la confluence de tout ça. Parce que oui, on est vraiment à la confluence de tout ça, dans la mesure où pour moi, Argento il incarne ce que je dis vraiment sur le cinéma italien, c'est-à-dire que il y a quelque chose dans son cinéma qui est. Le giallo s'est inspiré de la littérature de gare, etc. Et en même temps, les expérimentations les plus modernes du cinéma arrivent aussi dans son cinéma. C'est-à-dire que si on regarde un film comme Profondo Rosso, qui est un de ses sommets, on a aussi bien l'influence de toute cette littérature populaire que ce qui se passe chez Antonioni, par exemple. Donc c'est vraiment ça qui m'intéresse chez Argento en particulier. Ce qui en fait un cinéaste aussi très difficile à appréhender, notamment il était difficile à appréhender pour la critique parce qu'il ne se laisse pas réduire à quelque chose. Et ça m'intéresse, il y a quelque chose de très hétérogène dans ces films, et en particulier celui-là. Alors, j'ai une question bête, parce que c'est vrai que c'est son troisième film, on a appelé ses trois premiers films la trilogie animale parce qu'il y a des titres qui vont apparaître animal. Est-ce que c'est ton préféré des trois ou pas? C'est pas le plus parfait. Je pense que L'Oiseau au climat de cristal est le premier film est un film plus tenu, mais c'est un film que je trouve plus passionnant parce que c'est un film de transition en fait. On sent très bien qu'Argento, quand il fait L'Oiseau au climat de cristal, qui est une sorte de premier film parfait comme ça, de giallo parfait. Dès le chat à neuf queues, qui est un moment de film, c'est le deuxième, voilà. Toujours avec Morricone. Toujours avec Morricone. On sent qu'il y a une certaine routine qui s'installe, le film est un peu moins passionnant, et on sent que lui, il a une sorte de, je sais pas, il a un réveil comme ça artistique, et il va commencer à aller vers autre chose. C'est-à-dire que ce qui intéresse Argento, c'est moins la conduite classique du récit que de créer des moments de pure extase cinématographique. Et là, on voit ça très fort dans 4 mouches de velours gris, où c'est moins l'intrigue qui est importante que les purs moments de cinéma. Donc il y a des moments de cinéma que je trouve parmi les plus beaux. On traverse on sort carrément du récit pour faire des... Alors il se cherche encore, c'est pas la perfection profonde de Rosso ou plus tard Suspiria, donc ce qui fait que c'est un film où il y a des ruptures de ton très bizarres, et aussi qui incarne ce que je raconte sur le cinéma européen. C'est une production française, italienne, allemande, dont on voit aussi bien Missy Farmer, Michael Brandon, que Jean-Pierre Mariel ou Bud Spencer. Fait un objet extrêmement en fait, c'est aussi le cinéma italien de toutes les années 60-70 où tout le monde se croise. Voilà, exactement. C'est l'utopie où d'un seul coup on peut voir Jean-Louis Trintignant dans Manichino de Romer et on va le voir dans Grand Silence de Sergio Corbucci. C'est ce que j'allais dire pour finir et que vous laissez découvrir le film. Donc là, c'est la 19e séance, mais c'est vrai qu'on a déjà fait certains films de genre et italiens proches de celui-là. Je pense que le plus proche dans l'esprit, et c'est un autre grand réalisateur italien de cette époque-là, c'est Le Venin de la peur de Lucio Fulci, qu'on avait fait il y a à peu près un an. Et j'espère qu'on en fera d'autres. C'est vrai que c'est le premier Argento et Morricone, ils en ont fait 5. On rentrera dans les détails tout à l'heure après le film. Merci à tous et bonne projection. Merci à vous. N'hésitez pas, on va discuter, mais vous aurez évidemment aussi la parole. Juste, si vous voulez en savoir beaucoup plus sur le film, il y a plein de bonus dans l'édition qui vient de sortir chez Carlotta Film, en Steelbox, et puis aussi en 4K Ultra HD, pour ceux qui sont équipés. Ouais, la copie est super belle, plutôt un peu le grain du 35 mm. Vous verrez dedans, il y a plein de bonus, donc il y a un moment hyper intéressant où il y a un montage avec 4 personnes qui parlent du film, qui sont, je crois, historiques, un habitué et expert d'Argento, de Guideline qui fait pendant longtemps Starfix, un autre réalisateur que tu dois connaître, Bruno Forzali, qui est aussi amateur d'Argento comme toi, et un moment
Et Pascal Logier, évidemment. Pascal Logier, je vous invite aussi à regarder les petits modules qu'il produit, qu'il réalise lui-même. Et là, il y en a un qui vient d'être fait par Thierry Jousse sur toutes les vidéos de Dario Argento et de ses films, parce qu'on va parler de Dario Argento, de Morricone, mais aussi peut-être de ses autres musiciens, de musique avec toi, et puis évidemment de mise en scène. Là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est son troisième film. Il y a un premier film qui un peu pose tout. Tous ces films se parlent, dialoguent évidemment. Mais là, ce qui est intéressant aussi par rapport à notre sujet plus précisément, même sur le cadre de Morricone, c'est que ça pose aussi un peu tout ce que Morricone a pu faire à ce moment-là, c'est-à-dire des choses très classiques, très rock, variété. C'est le moment aussi qui repose sur juste des voix, des allaitements féminins, tout très bizarre. On avait déjà vu, tout à l'heure je parlais du Journal de la peur, que tu dois connaître aussi et puis bien aimé. Donc, je ne sais pas si on peut commencer. Dire que, on l'a dit tout à l'heure, on l'a dit rapidement, mais ils ont collaboré sur 5 films ensemble, Morricone et Argento. Les 3 premiers, en fait, ils sont très très rapprochés, en fait, ces 3 premiers films, ces 3 collaborations. Il y a une petite dispute à la fin de ce troisième film, et ils se retrouvent beaucoup plus tard, dans les années 80, avec le syndrome de Stendhal et le fantôme de l'opéra. Yes. Ouais, comme je disais, c'est un film de transition, donc c'est un film aussi de rupture. Donc avec Morricone, avec qui il a collaboré sur ses 3 premiers films. Quand je disais que c'était un film de rupture, c'est qu'on voit bien. Enfin là, ce qui me frappe encore en le revoyant, c'est que quand je disais qu'il y a des séquences que je trouve parmi les plus saisissantes de son cinéma. Là, en l'occurrence, c'est la séquence du parc, de la femme qui s'est tuée dans le parc. C'est-à-dire que là, on voit comment Argento, par la mise en scène, devient le Argento finalement qu'on connaît, qu'on défend aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on décolle totalement du récit pour basculer dans quelque chose qui est quasiment ésotérique. Par la mise en scène, on a l'impression que le monde se vide, les plans se vident, voilà, la musique de Morricone s'arrête, qui est diffusée, la nuit bascule en un cut. Donc tout ça arrive par le montage, on a l'impression que les murs se rétrécissent autour de la victime. Et ça, c'est vraiment ce qui va faire la marque de Argento, cette bascule dans le fantastique, dans l'ésotérique, dans le pur moment de cinéma. Et même en film, on a vraiment l'impression qu'à chaque fois, c'est la mise en scène qui tue les personnages. Ça, c'est la grande singularité de Argento. On a l'impression que la mort arrive et par le montage et par le mouvement de caméra, plus que par la description littérale d'un meurtre. Donc c'est en ça aussi que là, il y a quelque chose qui bascule chez Argento. Et ce qui bascule au niveau de la musique, c'est voilà, ça commence par des musiciens rock, etc. C'est ce que voulait vraiment Argento. C'est un cinéaste rock, c'est un cinéaste qui a toujours été très connecté à la jeunesse. Même encore aujourd'hui, on voit son public se régénère tout le temps. C'est des cinéphiles jeunes qui se passent le flambeau comme ça. Et lui, il voulait aller quelque chose de plus rock, et c'est ce qui va se passer après en choisissant le groupe Goblin. C'est lui parce qu'il y a un moment dans la salle, on est tous sur Argento, sur Goblin. Goblin, c'est un groupe de rock psychédélique italien. En fait, Argento, je crois, même pour ce film-là, il voulait Deep Purple, que fait Ennio Morricone. C'est pas pour rien aussi que ça commence sur cette session rock, mais donc après il bascule avec Goblin et qui va faire aussi l'essence même de son style, c'est-à-dire que la musique prend énormément de place, on a l'impression même qu'elle porte les images, qu'elle génère les images, donc voilà, on voit bien que ce qui intéresse Argento, oui, c'est cette pure démarche sensorielle au bout d'un moment. Tu vois, je pense à ça, je te coupe, désolé. Quand on pense à Morricone et à Léon, on a tout ce qui était en tête. Et moi, je sais que les Argento d'après, j'ai les morceaux de Goblin en tête. Enfin, c'est ça qui revient. Oui, voilà, parce que là, ils sont intimement liés. Ils sont intimement liés, ils trouvent vraiment son style pur après, en fait. Et donc, en tuant Morricone aussi, qui éternellement sera lié à Léon, quoi qu'on fasse, il a beau faire 400 vidéos, c'est vraiment ce qui restera de Morricone, parce qu'il y a. C'est comme Herman, Hitchcock, Nino Rota, Fellini, il y a la rencontre d'un univers, c'est-à-dire qu'on ne sait plus, au bout d'un moment,
penses qui génère quoi? Est-ce que c'est la musique qui génère la mise en scène? Est-ce que c'est la mise en scène qui génère la musique? C'est-à-dire que c'est quelque chose de parfaitement imbriqué. Et si je pensais à quelque chose qui est très particulier, parce que tu parlais de mise en scène et il y a le montage qui est hyper important. Il y a des moments complètement fous. Et la monteuse, c'est une Française, Françoise Bonneau, qui à l'époque est la femme d'Henri Verneuil. Elle a débuté, elle a monté ses premiers films, et surtout, c'est la monteuse de tous les films de Costa Gavras. Pour vous dire qu'en fait, elle a fait de façon très classique avec ces réalisateurs-là. Et là, au milieu des années 70, elle devrait avoir un Oscar pour Hollywood pour le montage de Z. Et il y a des moments complètement fous dans ce film. Moi, il y a un moment que j'adore, c'est quand le héros va vers sa première rencontre dans le bureau de Jean-Pierre Mariel. En fait, à chaque fois qu'il passe une vitesse, il est en train d'avancer avec sa voiture, mais la caméra avance avec lui sur son parcours quand il va vers le bureau du. Il y a un montage alterné, mais c'est là qu'on voit bien aussi que Argento décroche de la mise en scène classique. C'est-à-dire que même le moment le plus quotidien, comme aller dans le bureau de détective, en fait, il en fait une pure forme à ce moment. Et après, c'est vrai que le montage, les personnages, la musique, dans ce qu'on va toujours appeler le giallo, le film d'épouvante italien ou d'horreur, il y a beaucoup aussi de distance et d'humour, aussi, assez souvent dans le film. Alors là, l'humour, c'est assez particulier, parce qu'on ne va pas dire qu'il y a Dario Argento, c'est le cinéaste le plus drôle de l'univers. Même l'humour, là, c'est un peu balourd, hein, c'est pas Ernest Lubitsch, Argento. Donc il y a. Oui, c'est aussi si on fait un film très curieux. C'est quelque chose qui ne va pas revenir après. Et donc c'est aussi pour ça qu'on sent qu'il se cherche. Il y a des ruptures de temps, il tente beaucoup de choses à Argento. Et dans tous ses films les plus ratés, il a toujours tenté quelque chose. Et comme je disais, il cherche vraiment une sorte d'extase chez le spectateur. Donc des fois il réussit magistralement, des fois il rate. Mais voilà, des cinéastes qui tentent quelque chose, qui arrivent à des moments où un cinéaste qui tente rien ne rate rien. Il est tout jeune, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un au départ qui se destine à être réalisateur. Ces trois films-là sont très rapprochés sur 2-3 ans. Ce qu'on n'imagine pas aussi, c'est qu'il est derrière aussi quelques films importants. On avait ouvert la deuxième saison avec les films Far West. Et Sergio Leone le fait venir avec d'autres, comme Bertolucci, pour insuffler autre chose dans son cinéma. Et ils sont à l'origine du sujet des films Far West. Moi, je voulais aussi te faire parler d'autre chose. Par rapport à toi, je sais que c'est ton frère, par exemple, qui compose ces musiques. Enfin, c'est quelque chose qui est très important sur la mise en scène. Quel est ton rapport, toi, alors, à toute cette musique? C'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment quand même qu'il y a des choses que je retrouve un peu dans le cinéma Argento et dans certains des films. Le dernier film, la série sur Netflix, tout à l'heure, quand je voyais une phrase qui dit ceci est qu'un rêve, c'est aussi un peu ce qui revient dans la série, c'est-à-dire qu'on est toujours perdu dans cette enquête, mener et savoir si c'est vrai, si c'est faux. Comment toi tu ressens ça et comment la musique, cette musique très particulière, c'est, je ne sais pas, des lignes directrices que vous avez des fois pour travailler ensemble? Oui, alors la question des influences, c'est compliqué. Après, c'est vraiment la démarche. Là, ce qui me plaît fondamentalement chez Argento, on le voit bien dans ce film, c'est quelque chose qui est purement numérique, sensoriel. Donc on est dans l'idée qu'on va avoir un film qui va être une expérience, plus que voilà, on est dans le noir, les arts, la musique, etc. Donc c'est l'idée de l'expérience sensorielle. Et là, l'idée du rêve, elle est au centre du film avec ce cauchemar récurrent qui est une bizarrerie, qui n'a rien à voir avec le film. Enfin, quelque part si, mais c'est un pur signe. C'est pas vraiment connecté narrativement. C'est un signe visuel qui nous amène vers la fin, vers la décapitation de Mrs. Farmer. C'est très curieux. En fait. C'est aussi une prémonition du personnage sur ce qui allait se passer. Après, dans la démarche, c'est vrai que moi j'adore faire composer les musiques de mon frère avant pour les avoir sur le plateau. Non mais c'est important parce que c'est aussi. Voilà, ça va impulser des mouvements chorégraphiques. Sur tous les projets, la musique sur tous les projets, les grands thèmes. Après ça s'affine évidemment. Mais
cinéma, donc quand j'étais gamin, quand je voyais les dessins animés, mon père m'achetait 45 tours. Je vais raconter ma vie. Non, mais c'est important parce que par exemple. Et voilà, je prolongeais le plaisir des films, je me remémorais les images du film via la musique. C'est toujours quelque chose que j'aime. Sur Il était une fois dans l'Ouest, voilà, c'est dit, il y a plusieurs scènes qui ont été tournées et Léon lançait la musique sur le plateau en direct. Et c'est vrai que ça insuffle quelque chose. Ça crée un mood aussi, ça crée un mood pour les comédiens par exemple. Je crois beaucoup au plateau. Sur le plateau, j'aime pas tous les effets numériques, etc. Si je fais du feu, je fais vraiment le feu sur le plateau, ça plonge tout le monde. Il y a une ambiance, ça remplit. Et l'année dernière, lors de la rétrospective à la Cinémathèque française, tu as eu l'occasion de le rencontrer, de dialoguer avec lui. Oui, je lui ai dit bonjour. Mais tu as assisté à la masterclass? Oui, j'étais à la masterclass. Il y a quelque chose d'assez. Il y a une unité chez Argento qui est assez frappante. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça vient aussi peut-être du fait qu'il a été vraiment méprisé à un point qu'on peut même imaginer aujourd'hui par l'intelligentsia, par la critique, etc. Il a reçu un prix il y a quelques années. C'est la critique italienne qui lui a remis un prix honorifique. Il est monté sur scène et il a dit merci, mais c'est trop tard. Donc il y a quelque chose qui est. C'est quelqu'un qui s'est senti seul, je pense, assez longtemps dans sa démarche. Il a fini par être reconnu, heureusement. Il y a toujours une justice en art, j'ai l'impression. L'histoire du cinéma, c'est que le temps fait son œuvre, en fait. Voilà, les films d'Argento restent, alors que le film de la semaine, il y a 2 mois, on l'a déjà oublié. Il y a aussi un dernier film qui est ici en ce moment sur Malkiana, justement, encore jusqu'à maintenant. Tu l'as vu, non? Oui, Les Noirs, au Calimeri. C'est un film assez intéressant, parce qu'il y a une dimension aussi chez Argento qui moi me passionne, c'est la dimension mélancolique sous cinéma. On voit plus ces films avancent, plus ils vont vers une forme de mélancolie très marquée dans le phénomène, une sorte de fantastique triste en fait. C'est-à-dire qu'avant ça, il y a une sorte de jouissance, de jubilation du spectateur dans ces films. Et lui-même, on sent qu'il y a une forme de désenchantement chez lui, qui crée une forme de mélancolie, et ils sont très forts dans un monde de Stendhal, et même d'un point de vue de la facture, quelque chose qui s'éteint dans ces films, mais ça c'est l'histoire du cinéma italien. S'il y avait un film dans toute sa filmographie un petit peu à part, tu aurais envie de partager parce que plus méconnu ou qui tient plus à cœur, c'est Phénoménal en fait. Ouais. Phénoménal parce que voilà, quand on découvre Argento, le premier choc c'est Suspiria, j'ai vu ça sur Canal+, j'avais 14 ans, j'étais sous le choc, je ne savais même pas ce que j'avais vu, c'était le premier film italien que je voyais en plus. Suspiria, évidemment, les frissons de l'angoisse, c'est des choses qui reviennent tout le temps. Phénoménal, c'est un film qui n'a pas été très aimé, même assez mal aimé, même des défenseurs d'Argento à l'époque, et c'est aujourd'hui un film qui a repris comme ça une forme d'importance. Et c'est celui qui m'obsède le plus, en fait. Aussi parce qu'il n'est pas parfait, et aussi parce qu'il y a cette tristesse, il y a quelque chose de profondément original dans ce film. Puis il y a des moments comme moins dans ce film-là, très viscéral, dans l'horreur, dans la matière, on retrouve, il y a plein de figures qu'on retrouve évidemment la nature. Oui, la nature, le monde. Le passage à la limite d'un seul coup. Ouais, mais ça, la mise en scène d'Argento, elle est totalement connectée au monde. C'est très étrange aussi. Il va faire 3 plans fixes sur 2 roues. Même là, au début de 4 mouches de blanc gris, la première fois que Michael Brandon suit le type qui les pile jusqu'à la salle de spectacle, il y a une sorte de raccord dans l'axe, 3 fois de suite sur une porte vide, qui ne fait à personne. Et lui, il y a comme une sorte de puissance ésotérique du monde. À un moment, la peur vient aussi du fait que est-ce que c'est la porte qui va tuer, est-ce que c'est la bouche, enfin tout est connecté, une sorte de. Un peu partout. Ça, il y a une prolifération du mal chez Argento qui est assez frappante et qui vient de sa mise en scène. Et puis alors, il y a une autre question que je voulais poser, parce que je sais que tu as visité une expo en ce moment à Turin, et je ne sais pas s'il y a beaucoup de fans d'Argento dans la salle.
Mais est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette expo et jusqu'à quand elle est, je ne sais pas. Alors ça, je ne pourrais pas le dire. Je sais qu'elle a été prolongée. C'est intéressant de voir ça, puisque ça veut dire que Argento a été accepté. Enfin, je veux dire, maintenant, il est dans les musées. Non, et puis on recrée plein d'éléments de ces décors et tout ça. Oui, et puis ça se passe bien, le musée à Turin. Le musée en lui-même n'est pas génial, mais l'architecture du musée, c'est vraiment le bâtiment que tout le monde a visité à Turin. C'est on va voir la Tour Eiffel à Paris. Il y a quelque chose en spirale comme ça, assez gothique, assez majestueux, qui va très bien au cinéma d'Argento. C'est une sorte de parcours comme ça, enfin, pour un cinéaste qui est passionné d'architecture, je trouve que c'est l'endroit idéal pour se plonger au cœur de ces films, parce qu'il y a ça aussi dans ces films, il y a l'idée de pouvoir plonger le spectateur au cœur même du récit, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à scène de meurtre. À un moment donné, le spectateur, on est dans la sensation de ce qui arrive dans l'univers. Et oui, juste pour rentrer dans les détails, beaucoup de ces films ont été tournés à Turin, comme ici, avec des décors à Turin ou à Rome. Le métro, c'est le métro de Milan. Enfin voilà, je ne sais pas s'il y a des voyageurs ou des passionnés d'Italie aussi qui ont connu certains décors. Je ne sais pas si vous avez des questions, il faut nous parler tous les deux, mais n'hésitez pas à prendre la parole ou donner votre sentiment. C'est la production ou c'est Argento qui a choisi Lucifer? Alors, je ne sais pas du tout comment ça se passe, parce que la question mais c'est intéressant comme question, parce que la question du casting chez Argento est toujours un peu épineuse. C'est-à-dire qu'on n'aime pas Argento pour les performances des comédiens. Clairement, c'est comme on est Mario Bava, si on cherche de la psychologie, des performances d'acteurs subtiles, etc., c'est pas du tout ça qu'on cherche chez Argento. Donc, je pense que, en tout cas, Missy Farmer, je sais que c'est une actrice, entre guillemets, un peu snob, qui voulait faire des grands films et qui a toujours regretté d'avoir joué, selon elle, dans des nanars. Donc ça. Alors qu'elle a fait, par exemple, 2 autres giallo que je trouve vraiment beaux, que je conseille, qui sont très singuliers, qui est Frisson d'horreur, j'ai oublié son nom, Chris Pani, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, c'est l'autre. Et un autre qui s'appelle Le parfum de Madame en noir, qui est aussi un giallo très, très singulier, très vénéneux, comme ça, avec une fin vraiment frappante. Donc c'est une actrice qui a fini par devenir un peu culte par les amateurs du cinéma bis, alors que c'est... Elle a fui ça, elle a fait quelque part toute sa vie, et elle ne veut pas en entendre parler d'ailleurs. Après, c'est vrai qu'elle a arrêté sa carrière au début des années 80, et puis elle avait fait un film français qui s'appelle La Traque, de Serge Morin, qui est un film très très à part aussi. Oui, finalement, elle a une carrière assez singulière, elle a fait un film avec Claude Claire aussi, qui s'appelle de Salma, je crois. La route des Salma, évidemment, on peut le trouver en collection de Jean-Baptiste Torel. Donc voilà, je ne pourrais pas dire que si Argento a vraiment choisi comme ça de... Parce que même Michael Brandon, on ne peut pas dire que c'est pas Marlon Brando. Mais il y avait Carmadel dans le film d'avant, le chat de feu. C'est très bizarre, c'est un casting très étrange. Mais en fait, je pense que c'est ce qui fait la particularité aussi de ces films, c'est-à-dire qu'il y a une singularité, enfin, il y a son univers, des figures un peu imposées, le style Argento, mais chaque film est particulier par son casting et aussi par sa musique. Enfin, même quand on pense aux musiques d'après, des Goblins de Simonetti, ce qu'il y a dans Ténèbres, c'est pas ce qu'il y a dans Phénoména, et pareil pour l'autre titre. Mais c'est un cinéaste qui est en mutation. Ouais. Il a son univers, mais il essaye de se renouveler. Ouais, en fait, à chaque fois Ténèbres, voilà, on est dans les nappes de synthé, rock, enfin voilà. Et puis même, il y a d'autres, on l'associe au gothique, mais il y a d'autres musiciens. Le dernier film, c'est Arnaud Robotini qui avait fait un français, qui a fait la musique sur par minute et qui fait aussi la musique du prochain Campillo qui va sortir à la fin du mois. Pino Donaggio aussi, grand compositeur sur un autre film, Kix Emerson, qui est un claviériste aussi important de ces années-là. Parce qu'il cherche, en fait, il cherche 2 choses, Argento et Vincent. C'est aussi frappant, c'est un romantique, Argento, c'est-à-dire qu'il cherche l'extase du spectateur. Ça, il y avait l'Expo Foussy, il n'y a pas longtemps,
à Paris, c'est un peintre qui cherchait vraiment l'extase par l'effroi. Enfin, c'était vraiment c'est une démarche, quoi. On sent que c'est chasse, lyrique. Et là, on a vraiment les deux dans le lyrique, quoi. Et ça passe par un seul. Des moments de berceuse aussi. C'est souvent chez Boycott, mais qu'on va retrouver aussi dans d'autres moments avec ces autres compositeurs. Un truc qui m'a étonné, c'est que, alors que c'est pas vraiment avare en scène un petit peu gore violente, le meurtre de Francine Racette, il est complètement hors caméra. On a l'impression que la scène est un petit peu presque bâclée sur la fin, avec le plan sur le mur, on entend juste le bruit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été tourné qui ne fonctionnait pas? Alors, c'est le grand mystère de ce genre de mise en scène. En plus, on ne sait pas du tout ce qui est. Comme je pense que c'est un moment où il cherche encore, je dis des fois il réussit et des fois il rate. C'est-à-dire qu'effectivement, cette scène, on peut la trouver assez magistrale dans un premier mouvement, et à la fin, on a l'impression qu'il manque quelque chose. Alors après, on peut théoriser là-dessus, sur ce qui manque, sur ce que le spectateur n'a pas vu, et qui est le sujet même du film, qu'est-ce qui va s'imprimer sur la rétine, qui va être poussé beaucoup plus loin après dans les frissons d'angoisse, où là, tout le monde a vu les frissons d'angoisse, je ne vais pas trop spoiler, mais on voit l'assassin pendant le film. Mais personne ne se souvient de l'avoir vu. Ça, c'est quelque chose un motif récurrent de ce scénario. Là, j'extrapole, parce que je ne sais absolument pas. On est invité à voir les choses et à les revoir, ou comme le héros, à se plonger dans des moments de rêve ou qui vont l'obséder pour trouver la solution. Et là, ce film repose vraiment là-dessus. C'est la modernité d'Argento aussi. Le cinéma moderne était obsédé par ça. Il y a eu une crise de l'image classique. C'est-à-dire que ce qu'on nous montre, on ne peut plus le prendre pour argent comptant, le spectateur devient sophistiqué. Donc là, ça vient même au cœur du cinéma d'Argento, c'est-à-dire on a vu une image, mais est-ce que c'est bien ce qu'on a vu? D'ailleurs, il y a toujours des détails. Voilà. Il y a des détails. D'ailleurs, là, on voit avec Random qui, soi-disant, tue la première personne. En fait, c'est un faux semblant. C'est pas ce qu'on a vu. Il faut revenir dessus. Et tu as parlé d'architecture, mais évidemment, il y a toute la peinture qui est importante dans son cinéma et ses influences. Non, mais juste pour rebondir, je pense aussi des fois, comme on a l'habitude de voir des serial killers, de tout le temps voir tout, mais c'est pas le seul moment où on voit pas vraiment l'exécution, parce que quand on est avec la bonne... Il y a quelque chose d'escamoté, effectivement, on sait pas si c'est... Mais en même temps, il y a quelque chose de frappant, par exemple, je trouve, c'est les ongles, quelque chose qui est de la pure... D'un seul coup, c'est peut-être ça qui l'intéresse plus, forcément, à la fin, de garder, ou je ne sais pas si ça a été vraiment tourné le meurtre. Après, il y a vachement de violence sur sa tête, après il y a des sur les marches, ça suffit presque. C'est sur moi, je parlais de Francine Racette, de la bonne. Oui, le meurtre en caméra, d'ailleurs. Le meurtre sont montrés. Oui, mais je pense que c'est peut-être dû, effectivement, si on réfléchit un petit peu, peut-être dû à des manquements aussi techniques, parce que comme il y a beaucoup d'expérimentations techniques, on voit bien le meurtre de la femme dans l'escalier, et cette tête qui dit sur le... Pour moi, Francine Racette, c'est elle. Je pensais que c'était la bonne. Non, Francine Racette, c'est Daria. Donc, tu pensais à la femme blonde, la bonne qui meurt dans le parc, on se reconnaît maintenant. C'est pour ça. Mais par exemple, cette expérimentation technique, on voit le couteau qui descend, on sent que le couteau est posé sur la caméra, donc il y a quelque chose de technique. Il y a plein de bidouilles tout le temps. Oui, même la fin, le plan final est extrêmement frappant. On tourne à 120 images secondes. À l'époque, c'était très compliqué d'obtenir ça. Denis l'a fait sur Zabriskie Point. La Zabriskie Point utilise le même genre de caméra. Donc peut-être que sur ce marque-là, il a tenté quelque chose qui n'a pas fonctionné techniquement. Et même, je repense aussi à un plan qui est hallucinant parce qu'on n'a pas encore de Celica, même si on n'est pas loin d'en avoir. Quand Michael Brandon revient dans sa rue et va saluer, embrasser Missy Farmer, il y a un mouvement de caméra, assez hallucinant pour l'époque. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a toujours travaillé à la fois ses histoires, mais la forme dans ses films. Je dirais plus la forme que ces histoires. Parce que là, des fois, il s'appuie sur des sujets un peu... ça passe encore, mais bon, après, il y a un tas de trucs, un peu de psychologie bazar, qui te voit à la fin, c'est le cynisme, tout ça. Mais bon, c'est pas grave.
Oui. Est-ce que vous savez s'il y a des faux raccords dans le film? Des faux raccords, on va dire que le faux raccord chez Argento, c'est une figure stylistique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fonctionne moins. Le cinéma hollywoodien, le cinéma classique, par exemple, il est obsédé par la fluidité. Il veut faire oublier la mise en scène, il veut que tous les raccords soient fluides, etc. Argento, c'est exactement l'inverse. Argento, il crée des chocs de plan. Ce qui crée un saisissement perpétuel comme ça de l'œil. Donc, je dirais que chez Argento, il n'y a que des fois. Après, c'est un truc de cinéphile. Il y en a tout le temps dans tous les films, parce que c'est compliqué de faire des films. Pourtant, il y a des monteurs, il y a des scripts, il y a des assistants, des accessoiristes qui s'est passé des accessoires, il n'y a pas de problème. Mais ça fait partie du cinéma. Et là, ça fait partie de ce style, parce qu'en fait, il travaille tellement à la forme que. Il veut avancer, il veut créer des chocs de plan. Ouais, je pense que c'est ça. Chaque point de montage, il y a notamment des brûlures sur la rétine. C'est quelque chose qui saisit, en fait, comme ça. Voilà, là, c'est encore assez soft. Mais si on regarde un film de Suspiria, c'est que ça. Alors, Suspiria, j'ai un DVD en France, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Je ne sais pas si vous avez d'autres remarques ou des questions. Attendez, c'est pour ceux qui sont. J'ai un petit doute en fait sur une scène quand le chat se fait tuer. Est-ce que la femme du coup dormait encore avec l'acteur principal? C'est son complice qui tue. Alors, je vais vous dire, voilà, c'est typiquement ce genre de choses. Moi-même, je ne saurais pas tellement vous répondre, puisque en fait, on va amener le plan du chat pendu. Il est comme déconnecté en fait, du flux narratif. C'est quelque chose qui arrive comme ça, qui est donné au spectateur. Il n'y a pas de contextualisation sur ce plan. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ni l'assassin tuer le chat, on ne voit pas où c'est, on se dit mais est-ce qu'on a bien vu ce chat pendu, et on le revoit plus tard. Enfin voilà, quand je parle de choc de plan, d'aller directement comme ça à l'essence même des choses. Donc effectivement, le trouble que vous ressentez, où on était, est-ce que la femme dormait encore à côté de lui, ça génère aussi cette forme onirique, où on est dans quelque chose de purement fiévreux en fait, où d'un moment le temps, l'espace est complètement... Il joue avec le spectateur, on a peut-être un moment d'avance, mais en fait, pas plus que ça, parce qu'on ne sait pas, on ne comprend pas. Et c'est ce qui crée aussi l'obsession par Argento, chez certains cinéphiles ou réalisateurs, etc. C'est qu'on a toujours envie d'y revenir, justement, sur ce genre de choses. De voir et revoir. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'on a vu exactement et dans quel ordre? Ça me surprend toujours. Même Suspiria, qui est un film très aimé, etc. Récemment, il m'a dit, mais pourquoi tu es une jeune fille qui? Et je me suis dit, mais en fait, je sais pas trop. Moi, j'avais oublié la fin, complètement la fin. En fait, ça n'a même plus d'importance. Mais il y a des choses qui restent, en fait. C'est comme ça, je pense qu'on aime voir et revoir les films, c'est-à-dire qu'il y a des moments forts qui restent, et ça fait partie d'un tout. Bah, c'est comme chez Hitchcock, c'est que là, on disait Hitchcock, finalement, on tient complètement les histoires, on tient voilà, un sac jaune dans Marnie, et ben voilà, chez Argento, ça procède de la même chose, on retient comme ça des moments, des plans, des fragments qui vont nous obséder, plus que vraiment une histoire pour en parler. Ouais. Oui, il y a un plan que j'avais jamais vu, qui m'étonne, en fait, que je n'avais jamais vu celui, mais qui m'étonne beaucoup, c'est, je sais plus comment ça s'appelle, quand on coupe un... C'est scène. Oui, voilà. Il y en a un, mais un drôle, Avec le téléphone. avec le téléphone, et se dit, bon, on va voir quelque chose, il va se passer quelque chose de compliqué à la fin, et puis à la fin, Oui, c'est-à-dire, oui. Alors ça, typiquement, c'est ce que je dis, c'est sur l'expérimentation, c'est sur la gratuité même du geste de ce que fait Argento. C'est-à-dire qu'il y a très bien des choses qui vont nous toucher de manière sensorielle, qui vont nous marquer, soit pour les bonnes et les mauvaises raisons, mais effectivement, on peut dire, mais c'est une gratuité absolue, ça va être total. Pourquoi faire un split screen à ce moment-là? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça amène? Et pourtant, vous l'avez retenu.
Après, le téléphone, c'est un objet essentiel dans ces films. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu étrange. Effectivement, c'est très bizarre. Il y a plein de choses bizarres, mais pas que ça. Ce cœur qui bat. Oui, le Capina, par exemple. Ces choses très syncopées, fragmentaires, en fait, comme ça, qui viennent briser tout le durée. Après, j'essaie de me rappeler, dans le venin de la peur, on a aussi des chiens écorchés, voilà, et qui, avec des cœurs qui battent. Ah oui, alors ça, c'est très bizarre dans le cinéma italien. Est-ce que c'est un rapport bizarre aux animaux? Ouais, à la maltraitance. Non, non, mais les animaux sont importants. Et puis c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de types de giallo avec des noms d'animaux aussi. Oui, mais ça vient de ça. C'est parce que c'est le succès de l'oiseau plumage de Pixar qui a généré, en fait, c'était un truc marketing. Et après, on a eu le chat rouge, on a la labyrinthe de verre. On regarde le film, il y a absolument pas question de chat, ni de labyrinthe, ni de verre. C'est juste une licence poétique. C'est assez beau d'ailleurs, on se dit. C'est original du venin de la peur aussi, très loin. Oui. C'est des pures licences poétiques qui viennent des objets marketing grâce au cinéma d'Argento. C'est un succès du genre. Ouais, voilà. Mais c'est évidemment, Catherine Deneuve, c'est pas un documentaire animalier. Je ne sais pas si il y a une séance de Boys Afraid, un film, je crois, qui est très bizarre, à l'affiche de Max Snyder qui va commencer dans un quart d'heure. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous donne rendez-vous. Merci à David. Ah oui, moi j'ai une question. Le premier film, vous avez beaucoup aimé, comment on fait pour le voir? Nous verrons ce soir. On vient chez moi, non, je le vois en VOD, ouais, c'est ça, sur DVD. Oui, il n'est pas si dur, c'est tout ce que tu vas chercher. Voilà, non, mais voilà, il suffit de taper sur Internet, il est disponible sur Amazon, sur Apple, sur les plateformes. Sur les plateformes, et puis on DVD. Oui, on trouve encore. C'est une édition qui est devenue. Je vous invite à aller voir, parce que moi c'était mon premier choc, comme lui, les chocs d'Argento, moi c'était mon choc d'animaux. Et juste, le prochain rendez-vous, donc le 4 juin, un ovni aussi, complètement à part, vous allez découvrir dans son premier rôle, Ravelli, seul contre la mafia. Ah oui, alors ça c'est immanquable, c'est un pur chef-d'œuvre ce film. C'est un film assez méconnu du cinéma italien, et c'est incroyable. Je vous garantis un petit peu de tension érotique comme vous avez pu en avoir dans ce film-là. C'est mieux. Merci beaucoup. Merci.